Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment créer et entraîner des IA sur Unity à l'aide de la librairie Unity ML Agents. J'ai déjà fait un tutoriel similaire précédemment sur Python avec d'autres librairies, mais j'ai trouvé judicieux de vous faire ce tutoriel car il est beaucoup plus simple et vous allez avoir de bien meilleurs résultats avec Unity car ils font déjà la partie difficile du travail pour vous. Et vous inquiétez pas pour ceux qui ne connaissent pas du tout le logiciel, je vais vous expliquer les bases et on va créer un jeu vidéo ensemble avant d'y intégrer nos IA. Et si vous êtes venu juste pour la librairie Unity ML Agents, vous êtes également au bon endroit. Bien évidemment, cette vidéo sera chapitrée, donc vous pourrez revenir plus tard si vous manquez une partie ou que vous maîtrisez pas quelque chose. Et sur ce, on va commencer donc par la base. Pour télécharger Unity, c'est assez simple, vous allez sur leur site officiel et vous prenez la dernière version en date. Je vais intégrer un lien vers ce site dans la description de la vidéo. Et une fois que vous avez téléchargé Unity, vous allez créer votre premier projet vide. Donc vous avez le choix entre 2D et 3D, je vous déconseille d'aller plus bas. Et nous, on va partir sur de la 3D, car si vous maîtrisez la 3D, vous saurez très facilement refaire de la 2D plus tard. Donc une fois que vous avez renommé votre projet et vous l'avez créé, on arrive dans l'éditeur, qui est assez simple. Il est composé de la prévisualisation de votre jeu, donc qui est inévitablement vide au début quand vous le créez. À droite, vous aurez l'inspecteur, qui servira à modifier les propriétés d'un objet. Donc par exemple, si je sélectionne la caméra du jeu, on pourra modifier sa position, sa rotation, sa taille, et lui ajouter des éléments, notamment des scripts, car on va coder par-dessus pour pouvoir animer les objets de notre jeu. Plus bas, on a les assets, donc c'est ici qu'on intégrera nos fichiers, donc nos matériaux, nos modèles 3D et nos musiques. On va pas trop s'en servir dans ce tutoriel, car on va faire un jeu simple, à base de cubes. On va faire un cube qui aura pour objectif de foncer vers un objectif. On va faire très simple. Et sur la gauche, vous avez la liste des objets qui composent votre scène. Donc c'est ici qu'on va créer nos cubes, etc. Donc pour commencer, on va créer notre premier objet de la scène. Donc vous appuyez sur clic droit. Vous avez une liste de différents objets que vous pouvez créer. Nous, on va créer un objet 3D qui sera un cube. Donc vous pouvez le renommer comme vous le souhaitez. Et vous avez créé votre premier cube. Donc vous pouvez remarquer que ici, quand vous le sélectionnez, vous avez différentes choses à faire pour le modifier. Donc vous pouvez le modifier soit dans l'inspecteur, soit avec les flèches présentes dans la prévisualisation. Donc il y a translation, rotation, taille, il y a beaucoup de choses à faire. Et nous, on va le placer en 0, 0, 0 à l'origine du repère du jeu. Voilà. Là, on l'a perdu de la caméra, c'est parce que je l'ai déplacé. Vous pouvez double-cliquer et y revenir. Voilà, donc ça vous évite de perdre la trace de certains objets. Et vous pouvez également le recolorer, donc c'est ce qu'on va faire. On va lui donner une couleur bleue. Donc on va créer un matériel dans les assets. Donc vous faites clic droit, create, et on va aller chercher un matériel, voilà, que vous pouvez renommer à votre guise. Et comme pour l'objet, sa modification sera dans l'inspecteur. Donc je vais me permettre de l'agrandir un peu parce qu'on va beaucoup s'en servir. Et donc voilà, je vais lui affecter la couleur bleue et vous avez juste à glisser le matériel sur votre cube. Et vous pouvez observer en cliquant sur ce dernier que une catégorie matériel a été ajoutée. Et vous pouvez également la supprimer en cliquant sur les trois petits boutons ici et en cliquant sur reset. Mais nous on va garder la couleur bleue. Ensuite on va créer notre objectif. Donc l'agent va foncer vers une sphère. C'est un peu à votre choix aussi. Et donc la sphère est actuellement contenue dans le cube. On va la révéler ici et la colorer également en créant un nouveau matériel qui cette fois-ci sera du jaune. Et si vous intégrez votre matériel à la sphère puis que vous le modifiez, ça va la changer directement. C'est assez intéressant. Et donc on a notre joueur et notre objectif. Maintenant on va créer le sol du jeu. Donc pour ça, pareil, on va créer un cube. Et cette fois, on va innover un peu, on va modifier ses dimensions. Donc là, comme vous le voyez, c'est un cube. Mais si je me mets à lui changer sa taille selon l'axe X et l'axe Z, ça ressemble déjà bien plus à un sol, voilà. Comme ceci, on a créé notre sol. Et on peut aussi le recolorer, parce que le blanc, ça va vous flasher un peu. Moi, ça me dérange un petit peu, donc on va le colorer en gris. Voilà, donc comme tout à l'heure. Voilà, c'est déjà un peu plus agréable. Et donc, on a déjà posé les bases pour créer notre jeu. Avant de passer à la suite et à la programmation du joueur pour le faire se déplacer, je vais rapidement vous parler de la notion d'enfant-parent, qui est super utile et importante dans la création d'un jeu vidéo. Donc si par exemple je déplace le sol dans cette fenêtre et que je l'affecte au joueur,
j'ai créé une relation d'enfant-parent entre ces deux objets. C'est-à-dire que si je déplace le joueur, qui est le parent du sol actuellement, les deux vont se déplacer. Et si je déplace uniquement le sol, c'est seulement lui qui va se déplacer. Et maintenant, le sol a une position relative par rapport à celui du joueur. C'est-à-dire que peu importe les déplacements ou les rotations que le joueur va subir, le sol va les subir également. Et ça va nous permettre de par exemple rajouter du détail sur notre joueur. Donc par exemple si je crée ici une petite sphère, que je l'appelle œil, et que je lui diminue sa taille parce qu'elle est assez grande quand même, et que je la place par exemple ici, voilà, et que je la glisse au joueur, et ben on peut créer voilà, des petites modifications. Donc là je lui ai fait des yeux qui n'ont pas franchement une super tête, mais je vais m'appliquer pour les refaire. Et donc comme ça vous pouvez complexifier un peu la forme de vos joueurs pour pas que ce soit juste des cubes si vous n'avez pas de modèle 3D à disposition. Donc voilà, je vais m'amuser un peu à le modifier pour le rendre plus beau, et on va passer au code et au déplacement. Voilà pour le joueur. Bon, sa tête est assez marrante, c'est assez simple. Vous voyez un peu vos possibilités quand vous n'avez pas de modèle 3D à disposition. Et maintenant on va passer à la programmation pour le faire jouer un peu sur notre plateforme. Donc pour cela, vous allez cliquer sur clic droit dans les assets et créer votre premier script C#. Donc vous le nommez à votre guise. Et il suffit de double-cliquer dessus et ça va vous ouvrir votre éditeur par défaut sur votre ordinateur. Si vous n'en avez pas, je vous conseille Visual Studio, c'est celui que j'utilise. Donc une fois arrivé sur le code, je vais vous expliquer rapidement les subtilités sur C#. Donc déjà je vais supprimer ça pour pas vous spoiler. Donc vous faites pas attention aux 3 premières lignes, hein, c'est Unity qui les a rajoutées toutes seules. Vous faites pas attention non plus à cette ligne là qui va juste déclarer que tout le code à l'intérieur ici sera pour Unity. Donc vous faites pas gaffe. Ce qui est important ici à savoir, c'est que les fonctions vont être délimitées par des petites parenthèses, par des petits crochets, pardon, et que on vous donne déjà une fonction start qui va s'activer une fois au lancement de votre jeu, et une fonction update qui va s'activer à chaque itération de votre jeu. Le but de ce code est assez simple. On va d'abord affecter au joueur une position d'origine à chaque début de partie dans la fonction start, puis à chaque itération de la partie dans la fonction update, on va lire les touches pressées sur notre clavier et déplacer le joueur en fonction. Avec ça on pourra le contrôler et jouer au jeu, puis on modifiera cette fonction pour que ce soit l'IA à la place qui décide d'où elle va se déplacer. Donc ce code sert un peu de base pour la dernière partie de la vidéo. Pour modifier les propriétés d'un objet sur Unity, vous utilisez la fonction transform. Donc vous pouvez toucher à tout, la position, la rotation. Donc ici on va toucher à la position du joueur, et on va lui affecter une nouvelle position grâce à cette ligne. Voilà, donc avec ces deux lignes, j'ai déclaré deux nouveaux nombres flottants qui correspondent aux deux axes de déplacement de mon joueur. Donc pour un clavier AZERTY, ces valeurs vont bouger quand vous appuierez sur ZQSD ou les touches directionnelles, les flèches. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir déplacer notre joueur. Donc vous pouvez lui déclarer une certaine vitesse que vous pourrez modifier plus tard. Donc là c'est intéressant parce que j'ai déclaré la vitesse dans la fonction update, ce qui n'est pas très utile. Mais je peux là à la place la déclarer tout en haut, voilà, en ajoutant le mot public juste avant. Et donc je pourrais modifier cette vitesse à l'extérieur de mon code dans l'éditeur Unity. Donc si je sauvegarde le code et que je retourne dans l'éditeur, voilà, donc ça prend un petit peu de temps à chaque fois, et que par exemple j'affecte ce script à mon joueur, vous verrez que je peux modifier la vitesse directement depuis l'éditeur. Donc ici on va partir sur 5 mètres par seconde je pense. Maintenant on retourne dans notre code et on va modifier la position du joueur, toujours avec la fonction transform, mais cette fois-ci on va ajouter une composante à sa position, donc on va écrire plus égal, et on va ajouter un nouveau vecteur qui sera décrit par les touches qu'on a pressées sur notre clavier. Voilà, donc ici l'axe vertical sur Unity c'est l'axe Y, donc j'ai mis un 0,
parce qu'on ne veut pas qu'il saute ou quoi que ce soit. Vous pourrez le faire de votre côté si vous le souhaitez. Et ici, je vais modifier ce vecteur unitaire par une vitesse et également un delta de temps. Voilà. Car sinon, si votre jeu lag, votre joueur ira plus vite. Retour ici dans l'inspecteur, donc une fois que vous avez bien sauvegardé votre code, faites attention. On va pouvoir tester les déplacements du joueur, mais avant ça, on va placer la caméra correctement, de manière à voir ce que l'on fait. Donc c'est intéressant car quand vous déplacez votre caméra, vous pouvez voir le résultat sur le petit écran ici. Et donc moi je veux une vue verticale. Voilà. Petite modification après montage, j'ai inversé l'axe vertical et l'axe horizontal. Donc je vous laisse échanger les deux mots dans votre code. Et normalement le jeu va marcher. Nice. Il nous reste une dernière chose à faire pour finir notre jeu, c'est la détection de collision et donc la détection de la fin de la partie. Donc Unity a déjà fait une partie du travail pour nous car elle a ajouté la propriété Box Collider à notre cube quand on l'a créé. Donc les colliders sont les objets qui vont détecter les collisions et qui vont après les renvoyer dans nos scripts. Par contre pour l'objectif ça n'a pas été fait, donc on va lui ajouter un Sphere Collider. Vous pouvez voir qu'elle en a un car quand vous cliquez dessus il y a des petites lignes jaunes ici qui apparaissent. Maintenant on a nos deux colliders, il manque juste d'ajouter la propriété Rigid Body qui veut juste dire corps physique sur Unity et de leur affecter une masse de 0 car sinon l'objet va tomber dans le vide. Vous pouvez la laisser comme ça si vous voulez faire un jeu où vous avez des physiques réelles. Donc ici on va aussi lui ajouter, voilà. Et avec ça, la combinaison Collider et Rigid Body, vos deux objets peuvent rentrer en collision et on peut avoir une détection dans les scripts. Donc on va tout de suite passer au codage et ajouter la fonction qui va effectuer les actions en fonction des collisions. Voilà, donc cette fonction est spécifique à Unity. Elle se déclenche quand il y a une collision qui a lieu dans le jeu et vous renvoie un objet collision dans lequel vous pouvez consulter l'objet qui est entré en collision avec notre joueur. Et ici, je vais essayer de récupérer un de ces composants qui sera un script vide. Donc on va tout de suite l'ajouter à la cible et vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Voilà. Et donc ici, le script l'a détecté. Donc si je rentre en contact avec l'objectif, je vais passer dans ce if et donc écrire dans la console que j'ai gagné. C'est une façon de vérifier que ça s'est bien passé. Une fois que c'est fait, vous pouvez retourner dans votre éditeur et maintenant tester si ça marche. Donc on va lancer la partie et vous allez observer quelque chose d'assez surprenant. Si je vais dans la boule, vous voyez que mon joueur s'est retourné. Et par ailleurs, ça marche. Donc ici c'est dû à quoi? C'est dû tout simplement à la propriété Rigid Body. Malgré qu'on lui a mis une masse nulle, l'objet subit quand même des forces. Et donc pour cela vous pouvez aller dans les contraintes et freeze les rotations de l'objet. On va le faire aussi pour l'objectif. Voilà, et de cette manière le joueur n'aura plus de soucis à se faire. Voilà, il va rester comme il est et on a bien la détection qui marche. Bon bah notre jeu fonctionne. On va maintenant passer à la dernière partie, et bien évidemment la plus importante, Unity ML Agents. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec cette librairie? En fait, on va ajouter des réseaux de neurones dans nos objets, donc ici juste à notre joueur, et on va pouvoir, à l'aide de cette librairie, les entraîner via une simulation qui aura lieu directement dans l'éditeur Unity, et qui permettra au réseau de neurones de progresser et de devenir complètement imbattable à la tâche qu'on leur a donnée. Donc ici, on va entraîner le joueur à atteindre la cible le plus vite possible. Il y a une vidéo que j'ai fait précédemment sur le jeu Stickman qui a été entièrement faite sur Unity et vous pouvez voir que le résultat est plutôt satisfaisant. Voilà, donc avant de commencer à coder, on va devoir passer par une partie un peu embêtante. Il va falloir aller dans le dossier de votre projet, donc ici voilà, j'y vais, et cliquer sur la barre du dessus et écrire CMD pour récupérer votre console. Car il va y avoir beaucoup de choses à installer pour la première fois. Voilà, donc je vais expliquer ligne par ligne tout ce que je vais installer. Donc pour commencer, assurez-vous de bien avoir la version 3.9.13 de Python sur votre ordinateur. Je vais mettre un lien dans la description pour pouvoir l'installer. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir commencer à tout installer.
Une fois que c'est fait, il vous reste plus qu'à installer le package Unity ML Agents. Donc vous allez dans Windows, Package Manager, et ici vous allez dans Unity Registry et vous recherchez ML Agents. Et vous n'avez plus qu'à l'installer. Pour vérifier que vous avez bien le package, vous pouvez cliquer sur le joueur, faire Add Component et rechercher le mot Agent. Et si vous avez ce script qui est affiché, ça veut dire que vous avez bien Unity ML Agent qui marche sur le projet. Et donc on va pouvoir passer à la partie IA. On va maintenant créer notre première IA. Donc déjà si la grille ici vous gêne, vous pouvez appuyer sur ce petit bouton. Je vais oublier de vous le dire. Et donc on va retourner dans notre code et on va ajouter une petite ligne au début. Qui est celle-ci. Donc pour utiliser la librairie qu'on vient d'installer. Et ici vous avez juste à remplacer ce mot par agent. Plus qu'à sauvegarder et à retourner sur l'éditeur une fois que la sauvegarde s'est faite. Et ici quand vous cliquez sur le joueur, on va supprimer le script et on va le réajouter une seconde fois. Et ici vous pouvez voir que y a le script qui s'est ajouté et automatiquement il y a une nouvelle fenêtre qui s'est ajoutée qui est la fenêtre pour gérer l'intelligence artificielle. Donc pour ceux qui s'y connaissent un peu, vous pouvez reconnaître le vecteur d'observation et le vecteur d'action. Donc ici, le vecteur d'observation, c'est le vecteur qui va contenir toutes les informations qu'on va donner à l'IA. Et le vecteur d'action, c'est les actions qu'elle va renvoyer. Elles peuvent être continues, donc elle peut renvoyer un nombre réel, ou elles peuvent être discrètes, donc elle peut renvoyer un choix entre 0, 1 ou le nombre que vous voulez. Donc nous, on va partir sur des actions continues, donc on va désactiver les actions discrètes, et on va partir sur deux actions continues, soit son action sur l'axe horizontal, soit son action sur l'axe vertical. Donc avancer, reculer, tourner à gauche, tourner à droite. Le vecteur d'observation aura quant à lui une taille de 4, car on va donner à l'agent sa position en X et en Z, et on va lui aussi lui donner la position de l'objectif en X et en Z. N'oubliez pas que le vecteur vertical c'est le vecteur Y, et on n'a pas instauré de saut pour l'agent. Vous pourrez le faire de votre côté si vous voulez améliorer le projet, mais donc on va pas s'en servir. On va maintenant modifier le code de l'agent pour que ce soit l'IA qui décide à notre place. Donc on peut retourner dans notre éditeur de code et faire un peu de place. Et on va ajouter un nouveau type de fonction. Voilà, donc cette fonction, elle s'exécute à chaque début d'épisode. Faut comprendre que quand on va lancer la simulation, dès que l'IA va se rater ou va atteindre l'objectif, l'épisode va recommencer, donc on va les replacer à leur position d'origine, parce qu'il va falloir qu'ils jouent plusieurs parties avant de comprendre le jeu et d'être bien entraînés. Donc comme d'habitude, on va modifier les positions du joueur et de l'objectif, mais cette fois-ci on va modifier leur position locale avec la fonction local position, car on va copier-coller le jeu une dizaine de fois pour que l'IA s'entraîne plus vite, et on veut qu'elle se déplace que sur son propre jeu local. Ici, j'initialise la position du joueur à une position aléatoire sur un carré de 8 x 8 pour que le jeu soit à chaque fois différent et qu'il n'ait pas à faire la même chose pour le finir. Et on va aussi faire la même chose pour l'objectif. Voilà, donc ici, j'ai déclaré en public que j'allais utiliser un objet transform que j'ai appelé target et je peux modifier sa position dans le code. Mais si on fait ça, quand vous allez sauvegarder le code, vous allez dans l'éditeur Unity. Voilà, et de descendre un peu, et vous allez voir que Unity va vous demander de spécifier quel est votre target. Donc vous avez juste à glisser l'objectif dans cette case-là, et donc le code va directement modifier la position de l'objectif, alors que ce code n'est pas assigné à l'objectif lui-même. Donc ici, au début de la partie, on va initialiser une position différente pour le joueur et son objectif. On va maintenant coder les observations et les actions du joueur. Donc n'oubliez pas que juste avant, on a spécifié que le joueur allait prendre 4 informations en entrée et allait renvoyer 2 nombres réels en sortie. Donc on va retourner dans le code et on va ajouter 2 nouvelles fonctions. Voilà, donc c'est dans cette dernière qu'on va lui faire récupérer les informations du jeu. Voilà, et c'est dans cette fonction que le joueur va réaliser ses actions. Donc ici, pour obtenir une observation, vous utilisez cette fonction. Voilà, donc ici, j'ai ajouté au joueur la position de son objectif en X. Plus qu'à faire la même chose en Y, en Z, pardon.
l'axe Y c'est l'axe vertical, il faut pas se tromper. Et on fait la même chose, mais cette fois-ci pour le joueur en lui-même, car il lui faut aussi sa propre position. Donc voilà, on a nos 4 observations. Il manque plus qu'à rajouter les actions du joueur. Donc ici c'est intéressant, on peut récupérer ce qu'on a fait avant, le coller, et on va juste changer ces deux lignes là, car maintenant c'est plus nous qui allons décider où est-ce qu'il va aller. On a juste à ajouter cette ligne là. Et on n'oublie pas ici de modifier la position pour que ce soit une position locale, pour que le joueur se déplace uniquement sur son jeu à lui. On a maintenant un agent qui fonctionne, donc qui prend en information des données et qui va agir en fonction. Il manque plus qu'à ajouter une logique de récompense, donc le récompenser quand il atteint un objectif dans le jeu, et c'est super intéressant car vous pouvez le récompenser pour ce que vous voulez, et l'agent va être entraîné en fonction et va tendre vers un modèle qui permettra de satisfaire cette récompense. Donc ici c'est très simple, on va le récompenser quand il va entrer en collision avec l'objet, comme on l'a fait la dernière fois. Donc cette fois-ci on retourne dans le code, et on va pouvoir récupérer cette fonction, et on va s'en servir mais cette fois différemment. Donc vous pouvez supprimer cette ligne là du code, et ici on va lui ajouter une récompense. Donc bon, le chiffre est pas très important, ce qui est important c'est que ce soit un nombre positif. Si vous ajoutez -10 c'est une punition, donc c'est aussi intéressant de faire ça si le joueur fait vraiment une mauvaise action. Vous pouvez prendre en compte ces punitions pour améliorer son entraînement. Et ici, une fois que c'est fini, on va terminer l'épisode et lui dire d'en recommencer un nouveau. Avant de passer à la simulation et à l'entraînement de l'agent, je vais vous montrer comment on peut le contrôler pendant sa simulation et regarder un peu qu'on n'a pas fait de bêtises avant. Donc pour ça, vous allez aller dans le code et on va rajouter une nouvelle fonction. Donc cette fonction, elle a une utilité, c'est d'interférer avec les actions de l'agent pour nous permettre de le contrôler quand on le souhaite avec le clavier de notre ordinateur. Ça va nous permettre de tester si notre vecteur d'action est correct et si la fonction juste au-dessus onActionReceived marche correctement, et ça va aussi nous permettre de tester notre jeu en tant qu'utilisateur. On va maintenant tester notre fonction et voir si notre IA va marcher. Donc pour cela, vous allez dans le joueur, et ici dans les Behaviors Parameters, vous changez le type de comportement et vous mettez Heuristic Only. Ça veut dire que vous allez être le seul à pouvoir contrôler l'agent et l'agent ne va pas agir. Si vous mettez sur Default, l'agent va pouvoir agir et vous aussi. Donc ici on va le mettre sur Heuristic. Et dans le code, vous allez pouvoir supprimer les deux fonctions qu'on a créées précédemment, car on va uniquement se servir des fonctions spécifiques à ML Agents. Je vous conseille juste avant de monter la caméra un peu pour pas que le joueur sorte du champ. Et attention, partie importante de la vidéo, il faut absolument ajouter en composant au joueur un Decision Requester. C'est cet objet qui va permettre à l'agent de prendre une décision en fonction des informations qu'il va récupérer. Et donc si vous ajoutez pas cet objet, votre agent ne fonctionnera pas. Et c'est souvent ce qu'on oublie de faire quand on crée ML Agents. Voilà, donc vous pouvez voir que le joueur est apparu à une position aléatoire, et son objectif aussi. Et quand il atteint l'objectif, le jeu recommence et le joueur a été récompensé. Voilà, donc notre jeu est presque fini. On va juste rajouter une limite de temps qui, si elle est dépassée, va finir le jeu et pénaliser le joueur pour le contraindre d'aller au plus vite vers son objectif et pour pas que le jeu soit infini. Donc ici, on va déclarer une nouvelle variable qu'on va initialiser à 0 à chaque début d'épisode et qu'on va incrémenter à chaque fois que le joueur va prendre une décision. Et voilà, il n'y a plus qu'à vérifier que ce temps n'a pas dépassé notre maximum. Donc on va le fixer à par exemple 10 secondes. Et on va lui ajouter une pénalité. Et terminer l'épisode. Petite erreur juste ici dans le code, j'ai oublié le plus avant le égal. Ce qui fait qu'on va incrémenter le temps total. C'est comme si on écrivait cette ligne là. Voilà, c'est exactement la même chose, et donc on incrémente le temps total par le delta de temps. Par ailleurs, si dans votre code, les termes Action Buffers et Vector Sensor sont en rouge, ça veut dire qu'il vous manque ces deux lignes-là juste au-dessus pour utiliser les librairies qui correspondent. Donc voilà, normalement elles sont ajoutées automatiquement, mais on sait jamais, vous les avez maintenant sous les yeux. On va maintenant ajouter un peu d'esthétique à notre simulation et à notre jeu. Donc pour cela, on va retourner dans le code, et on va modifier la couleur du sol en fonction du résultat de la partie, pour voir pendant la simulation si le robot se débrouille bien ou pas.
Donc on déclare dans notre code qu'on va manipuler un nouvel objet qui ne sera autre que ce sol là. Donc on va le référencer plus tard dans le code quand je l'aurai sauvegardé. Et donc ici on va récupérer son rendu et on va modifier sa couleur directement et le mettre en rouge, non pardon en vert, si le joueur réussit la partie. Donc s'il atteint son objectif. Et donc ici, si le total de temps est dépassé, on va mettre ce sol au rouge pour voir si le joueur réussit le jeu ou pas. On n'oublie pas bien sûr de retourner dans notre code et vous allez voir que après avoir déclaré ce sol, il faut le référencer, donc on glisse le sol ici. Et voilà, vous pouvez directement le manipuler depuis le code qu'on a écrit juste avant. On va maintenant réduire la taille du sol pour pouvoir copier-coller le jeu à différents endroits. Donc on va partir sur un sol de taille 25 x 25. Et maintenant, vous pouvez créer un objet vide que vous pouvez appeler jeu par exemple. Vous récupérez tous les objets de votre jeu, mis à part la caméra et la lumière. Vous les collez dans ce jeu, vous glissez ce jeu dans vos assets et vous avez créé un préfabriqué. Et donc maintenant, c'est super facile de le recoller. Et donc là, vous avez plusieurs parties. Donc moi, je vais en coller plusieurs. Et voilà, donc bien évidemment... il faut ajuster la position de la caméra de manière à voir tous les jeux, sinon ça ne sert à rien. Donc voilà, et servez-vous bien évidemment de cette fenêtre pour voir un peu ce qui se passe. Et donc là, on va à peu près voir tous les jeux, voilà. On va maintenant pouvoir lancer la simulation. Donc vous pouvez retourner dans vos documents et relancer une console. Et ici, on va taper 2 nouvelles lignes. Voilà, donc la première ligne sert à retourner dans l'environnement Python qu'on a installé précédemment. Et il n'y a plus qu'à lancer la simulation avec cette ligne. Voilà, donc à chaque simulation, vous allez devoir spécifier un identifiant. Je vous conseille de mettre ce que vous voulez au début et à la fin le numéro en fonction de l'entraînement que vous faites pour bien vous y retrouver. Car après, on va télécharger nos résultats et nos réseaux de neurones et il faut pouvoir les différencier. Vous lancez la ligne et ça va prendre un petit peu de temps. Voilà, et ici ça vous dit qu'ils attendent qu'on lance la simulation dans l'éditeur en appuyant sur le bouton play. Si pendant votre simulation vous ne voyez pas le joueur et l'objectif, c'est probablement car ils sont en dessous du sol, car on a initialisé leur position de base sur Y à 0, donc je vous conseille de monter cette valeur à par exemple 1,5 ou même plus, et normalement ils vont apparaître à l'écran. Et donc voici le résultat tant attendu. On est de retour dans l'éditeur, donc soit vous appuyez sur la petite flèche quand vous voulez arrêter et que vous pensez que c'est bon, ou alors vous attendez que la simulation se finisse automatiquement. On retourne dans la console et on peut voir un peu ce qui s'est passé, donc la moyenne des récompenses et leur écart type. Et vous avez juste à appuyer sur CTRL-C pour sauvegarder votre modèle sur un point ONNX. Si vous vous souvenez bien, on a installé cette librairie un peu avant. Et pour le récupérer, vous allez dans vos documents, vous allez dans Results, ici j'en ai fait plusieurs mais c'est celui-ci, et ici vous avez votre petit fichier que vous pouvez directement récupérer, retourner dans vos assets, le coller et vous allez voir apparaître ici. Maintenant on peut retourner dans notre préfabriqué du jeu, on peut aller sur notre joueur, et aller ici dans les Behaviors Parameters et coller le réseau, et maintenant le joueur a le réseau qui a été fait, qui a été entraîné à la fin de l'entraînement. Et donc maintenant, si on relance le jeu, simulation, vous avez directement un joueur qui joue bien. Voilà, donc c'est plutôt parlant. Une dernière chose intéressante est que si vous voulez modifier votre jeu alors que vous l'avez déjà copié-collé, vous devez double-cliquer dessus et modifier le préfabriqué directement. Voilà, c'est comme ça que j'ai ajouté le réseau de neurones aux joueurs, et ça permet de modifier tous les jeux en même temps. Un petit exemple pour vous inspirer et pour voir un peu ce que vous pouvez faire avec tout ça,
et de regarder les vidéos que j'ai postées avant celle-ci et les prochaines que je vais poster. Elles sont à peu près toutes faites sur Unity, donc voilà, le Stickman, une future vidéo qui sera faite sur Minecraft. Vous pouvez vraiment tout faire et ça marche super bien, donc voilà, si ça peut vous aider et vous donner des idées, n'hésitez pas à regarder déjà ce que j'ai fait. Voilà pour ce tuto, j'espère qu'il va vous servir et que vous allez faire de belles choses avec. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou à me contacter, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.